quelques personnes, voire une personne, peuvent animer une campagne de désinformation massive grâce à l'intelligence artificielle sans qu'il soit besoin de faire intervenir des humains. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Comment la Russie et la Chine utilisent l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux pour déstabiliser les démocraties. Sujet brûlant en pleine campagne électorale. On en parle avec le spécialiste Bernard Benamou. Les cybercriminels utilisent aussi plus que jamais l'intelligence artificielle, de même que les spécialistes en cybersécurité, nous dira Benoît Grunemwald, DZ. Mais avant cela, l'actu de la semaine. Des influenceurs français ont-ils été payés pour donner des consignes de vote aux législatives ? L'un des pairs de ChatGPT s'en va pour créer une super IA responsable. On en parle avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. Et on évoque aussi les opérateurs télécoms français qui se frottent les mains à l'approche des Jeux Olympiques. Jérôme Marin, dans sa chronique Café Tech, nous parle de YouTube qui continue sa guerre contre les bloqueurs de publicité. Enfin, le temps pourrait-il remplacer l'argent et apporter la vie éternelle aux plus riches ? C'est le sujet du film Time Out, dont nous parle le prospectiviste Olivier Parent dans son podcast Écho du futur, partenaire de Monde Numérique. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 22 juin 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Bonjour à tous les auditeurs de Monde Numérique, ravi de discuter avec Jérôme aujourd'hui et j'espère que vous allez en apprendre beaucoup sur l'IA. Hello to all the listeners of Le Monde Numérique. Very happy to talk with Jérôme today, and I hope you'll learn a lot about AI. Alors c'est pas mal, mais j'aimerais que tu le fasses avec un peu plus d'énergie. Bien sûr, je vais ajouter un peu plus d'énergie. Hello to all the listeners of Le Monde Numérique. I'm thrilled to be chatting with Jérôme today, and I hope you'll gain a lot of insights about AI. Perfect. Merci beaucoup ChatGPT. Et oui, ChatGPT, invité de Monde Numérique. Mais attention, la voix que vous venez d'entendre, eh bien, c'est celle du nouveau ChatGPT, de GPT-4o. La nouvelle version de ChatGPT qui sortira dans quelques semaines aux États-Unis et dans quelques mois, sans doute, en France. Et ça, c'était un apéritif, en quelque sorte, un extrait d'une interview exceptionnelle que je vous proposerai la semaine prochaine dans Monde Numérique. Je me suis entretenu longuement avec Romain Huette, qui est ingénieur chez OpenAI. Il a en charge les relations avec les développeurs extérieurs. Il m'a accordé une interview exclusive dans laquelle on passe en revue toutes les nouveautés de GPT-4o, mais on revient également sur le fonctionnement du modèle GPT. On évoque toutes les possibilités de l'API de ChatGPT utilisée par de plus en plus d'entreprises dans le monde. On parle de la start-up OpenAI qui est toujours sous les feux des projecteurs depuis maintenant 2 ans. Et puis il nous parle de sa vie là-bas en Californie en tant qu'ingénieur français. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour cette interview à ne pas rater de Romain Huette d'OpenAI. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec les journalistes virtuels de Monde Numérique sous contrôle humain, Nicolas et Darine. Et on commence par OpenAI à nouveau. Et oui, parce que ça bouge du côté de l'entreprise américaine qui envisage de changer de statut pour gagner plus d'argent. Explication de Nicolas. Il faut savoir en effet qu'OpenAI était à sa création en 2015 une organisation non lucrative. En 2019, elle a adopté un statut hybride d'entreprise à but lucratif plafonné, c'est-à-dire avec une limitation des profits pour maintenir un équilibre entre la recherche et l'activité commerciale. Aujourd'hui, son PDG Sam Altman envisagerait d'aller plus loin en déverrouillant encore un peu plus le côté financier et en abandonnant le plafond de profit. Cela pourrait lui permettre d'augmenter de manière significative ses gains et le montant des investissements, comme ceux venant de Microsoft. Il explique ce projet par un besoin de fonds supplémentaires afin de financer les recherches extrêmement coûteuses sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout. Pendant ce temps-là, l'un des cofondateurs d'OpenAI, Ilya Sutskever, récemment poussé dehors par Sam Altman, le PDG, vient de créer une nouvelle entreprise et il entend développer ce qu'il appelle une super intelligence sûre.
Ilya Sutskever était un peu un gardien du temple d'OpenAI, un scientifique pur et dur, opposé à l'orientation mercantile de la start-up californienne. Il était d'ailleurs plus ou moins à l'origine du putsch contre Sam Altman il y a quelques mois. Ilya Sutskever a quitté l'entreprise tout récemment et il vient d'annoncer la création d'une start-up concurrente baptisée SSI pour Safe Super Intelligence, ce qui veut dire en français super intelligence sûre. Le but, créer une méga intelligence artificielle éthique. Ilya Sutskever accorde beaucoup d'importance à la sécurité des modèles d'IA afin d'éviter des utilisations dangereuses pour l'homme. Il y a donc du rififi et des querelles de chapelle dans le petit monde de l'IA. On en reparle tout à l'heure dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti. Il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Et si vous aimez les IA génératives, sachez qu'il y a aussi Claude. Claude, un autre chatbot de l'entreprise américaine Anthropic, avec une nouvelle version qui a été présentée cette semaine. Claude 3.5 Sonnet, la nouvelle version du chatbot d'IA générative d'Anthropic, serait 2 fois plus rapide et plus intelligent que la précédente version de Claude. Claude se compose de 3 versions, IQ, Sonnet et Opus. C'est donc la version intermédiaire qui prend un coup de jeune. Claude 3.5 serait particulièrement puissant pour les tâches liées au codage, au service client ou encore pour la création de contenu littéraire, selon Michael Gerstenhaber d'Anthropic. Il peut aussi interpréter des images et générer graphiques pour visualiser des données. Précisons qu'il est accessible gratuitement à l'adresse claude.ai, fondé par d'anciens salariés d'OpenAI. Anthropic revendique une approche éthique et sécurisée de l'IA avec des garde-fous plus stricts. Cette nouvelle version doit arriver très prochainement aux États-Unis et en principe assez rapidement en France. Alors c'est bien tous ces outils d'intelligence artificielle, mais ça pose des problèmes, et notamment des problèmes d'accès aux données personnelles. Les géants Meta et Microsoft sont en train d'en faire les frais, parce qu'ils ont bien envie d'exploiter pour l'IA les données personnelles de leurs utilisateurs, mais ils sont en train de se faire rattraper par la patrouille, si on peut dire. Meta et Microsoft pensaient de pouvoir utiliser tranquillement les données de leurs utilisateurs, en l'occurrence via Facebook, Instagram ou Copilot, pour continuer à entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. Mais ces derniers jours, les 2 géants ont été obligés de mettre de l'eau dans leur vin face au mécontentement croissant de certains utilisateurs à travers des associations et même des organisations publiques comme la Commission informatique et liberté irlandaise. Pas question d'aspirer tranquillement cette mine d'or que constituent les données liées à leurs millions d'utilisateurs. Du coup, le groupe Meta a annoncé qu'il n'utiliserait pas pour le moment les posts Facebook et Instagram en Europe comme c'était prévu. Pourtant, le groupe de Mark Zuckerberg mettait en avant de bonnes raisons en expliquant qu'il s'agissait de mieux prendre en compte les spécificités linguistiques et culturelles des pays européens. À cela s'ajoutent les questions de droit d'auteur. Les photographes qui publient leurs images sur Instagram, notamment, s'inquiètent que leur travail ne serve à entraîner les algorithmes de Meta pour ensuite générer des images inspirées de leur travail. Allez, toute autre chose. En France, des influenceurs sont-ils ou ont-ils été payés pour faire la campagne de certains candidats aux élections législatives ? Eh bien, en tout cas, c'est ce que laissent entendre certains d'entre eux, mais l'affaire n'est pas très claire. C'est notre deuxième journaliste virtuel, Darine, qui nous explique tout ça. Tout a commencé avec une vidéo d'une jeune influenceuse venant de la télé-réalité Maëva Gainam, affirmant qu'elle avait été contactée par l'état-major de Jean-Luc Mélenchon pour appeler à voter pour le nouveau Front populaire, ce qu'elle a fait dans une autre vidéo postée un peu plus tard. Un autre influenceur, Jérém Star, a de son côté affirmé qu'il n'arrêtait pas d'être sollicité et qu'on lui aurait même proposé la somme de 15 000 € pour appeler à voter pour un certain camp, mais sans révéler aucun nom. On a vu aussi se multiplier ces derniers temps les appels d'influenceurs à voter pour tel ou tel candidat. Pourtant, il faut rappeler que ces pratiques sont a priori illégales, car la publicité politique payante sur les réseaux sociaux à moins de 6 mois d'une élection est en principe interdite en France. Quant à savoir qui aurait contacté les influenceurs, la France insoumise dément et renvoie les accusations vers les autres candidats.
Alors, qui pourrait donc vouloir payer les influenceurs à l'approche des élections? Car décidément, il s'en passe de belles dans le cyberespace. Tout à l'heure, justement, avec mon invité Bernard Benamou, on parle des ingérences, notamment russes et chinoises, dans l'espace numérique français. Vous utilisez peut-être sur votre ordinateur ou votre smartphone un bloqueur de publicité pour les pages web, mais aussi peut-être pour YouTube. Eh bien, YouTube n'aime pas ça du tout. Et depuis un bon moment déjà, eh bien, c'est un véritable bras de fer entre la plateforme vidéo d'une part et d'autre part les utilisateurs et les fournisseurs de ces solutions. Une bataille qui continue de plus belle, c'est la chronique Café Tech de Jérôme Marin. Dans un petit jeu du chat et de la souris qui s'est instauré depuis plusieurs mois, YouTube s'apprête à sortir l'artillerie lourde. Dans son viseur, les bloqueurs de publicité, ces programmes que vous pouvez installer sur votre navigateur Internet et qui vous permettent de regarder des vidéos sans être interrompus par des spots publicitaires. La filiale de Google teste en effet une nouvelle solution technique qui devrait rendre inopérants ces fameux adblocks et qui devrait surtout les contraindre à revoir complètement leur fonctionnement pour espérer trouver une parade. Alors ce n'est probablement pas la fin des adblocks sur YouTube, comme l'espère un acteur du marché, mais cela va rendre leur tâche bien plus compliquée. Ce changement démontre en tout cas la détermination de YouTube. Pourtant, pendant longtemps, la plateforme de vidéo n'a pas fait grand-chose pour lutter contre la popularité croissante des bloqueurs de publicité. Ce n'est que l'an passé qu'elle a commencé à réagir, rendant impossible de visionner une vidéo si un adblock est activé. Mais son système a rapidement été contourné. Pour éviter que ce scénario ne se reproduise, YouTube veut désormais changer de paradigme. Pour le moment, les publicités sont lancées directement depuis le navigateur de l'internaute par l'intermédiaire de scripts, mais ces petits bouts de code informatique peuvent facilement être bloqués. À l'avenir, YouTube pourrait donc intégrer les spots automatiquement dans les vidéos dans un seul fichier. Il n'y aurait plus de scripts et donc plus de possibilité de les bloquer. Les adblocks devront alors chercher une nouvelle méthode pour détecter les publicités, par exemple en analysant les bandes son pour détecter des changements soudains pouvant indiquer qu'il s'agit d'une annonce publicitaire. Pour justifier son offensive contre les adblocks, YouTube met en avant la volonté de protéger les revenus de créateurs des contenus qui touchent 55% des recettes publicitaires générées par leur chaîne. Mais son offensive peut aussi s'expliquer par la baisse de son chiffre d'affaires fin 2022 et début 2023, une première dans son histoire, et par la volonté de pousser les utilisateurs vers son offre payante commercialisée à 13 € par mois qui permet notamment de regarder des vidéos sans aucune publicité. La nouvelle stratégie de YouTube s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une offensive plus large de Google, sa maison mère, dont le modèle économique repose presque intégralement sur la publicité. La société de Mountain View est en effet sur le point de procéder à un changement radical sur son navigateur Chrome, de très loin le plus utilisé dans le monde, qui devrait grandement limiter les fonctionnalités des bloqueurs de publicité. Jérôme Marin de la newsletter Café Tech, à laquelle je vous invite vivement à vous abonner. Monde numérique, ça continue. Dans un instant, je vais vous parler d'une innovation assez étonnante. Pas dit qu'elle voit le jour véritablement dans un futur proche, mais en tout cas, elle pose un vrai problème. C'est encore de l'intelligence artificielle, je sais, on en parle beaucoup. C'est difficile de faire autrement en ce moment. Je dis ça parce que vous me l'avez fait remarquer dans le sondage auquel vous avez répondu vous avez été très nombreux à répondre à ce sondage dernièrement. D'ailleurs, j'en profite pour signaler l'épisode spécial qui débriefe le sondage des auditeurs de Monde Numérique. Si ça vous intéresse, à écouter sur le fil du podcast. Et donc, avant l'innovation de la semaine et avant les invités de l'hebdo, eh bien, tout de suite, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Le débrief transatlantique. Et oui, c'est l'heure de la téléportation. Je me téléporte à Montréal et mon camarade Bruno Guglielminetti se téléporte ici en France. Salut Bruno. Salut Jérôme. C'est le débrief transatlantique. Chaque semaine, on se retrouve pour évoquer ensemble quelques sujets d'actu tech. Quelque chose et d'autre. Ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, très bien. Et, alors nous ici, on est à fond dans la préparation de The Event, les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Oui, semble-t-il qu'il va y avoir un match de quelque chose. Non, sérieusement. Je me faisais du mauvais sang à ton sujet, mais aussi à ceux de tes comparses, parce que déjà, quand il y a des grands événements à travers le monde qu'on couvre, toi et moi, de temps en temps, on peine à utiliser notre téléphone cellulaire, pas
pas pour faire des coups de fil, mais quand il y a du matériel à envoyer. Puis je me disais, mais ça va être l'enfer cet été en France pour les gens qui veulent utiliser leur téléphone, leur ordinateur sur les réseaux Wi-Fi. Comment ça va fonctionner? Est-ce que ils ont déjà commencé à trouver des solutions? Eh ben, tu crois pas si bien dire, parce que absolument, c'est vrai que non seulement tout le monde ne parle plus que des Jeux Olympiques en ce moment, enfin surtout en région parisienne. D'abord ceux qui sont bloqués dans les bouchons, mais bon, il y a pas que ça. On va pas faire le râleur de base. Voilà, on va dire que c'est super tout ça machin. Mais en ce qui concerne les télécoms, oui, les opérateurs apparemment sont un peu inquiets, et en tout cas ils ont pris les devants parce que la saturation des réseaux, c'est vraiment un risque tout à fait possible. Alors ils ont fait une chose notamment, ils ont décidé d'ouvrir les vannes sur la 5G par exemple, et de permettre à de plus en plus de gens d'utiliser la 5G, et c'est comme ça que Orange, SFR, etc. Ont décidé d'offrir carrément la 5G aux gens qui payent déjà un abonnement 4G. On leur dit, voilà, pour 0 €, vous avez la 5G. Alors, c'est plutôt pas mal. Alors, comme je suis un râleur, parce que je suis un Français, bien entendu, moi, j'ai rencontré des gens d'Orange. Je leur ai dit, ouais, c'est super, mais les gens qui payent déjà la 5G plein pot depuis 2 ans, vous leur faites quoi comme cadeau? Ça a été quoi la réponse? Ça a été, non, on n'avait pas pensé. Attendez à la 6G. Voilà. Bon, c'est pas grave, on est content. Tout le monde aura la 5G ou presque. Enfin, en tout cas, donc la 5G va vraiment être mise à profit pour essayer de compenser les problèmes de saturation. Ça, c'est un vrai truc. Mais il y a un autre phénomène aussi là-dessus, Bruno, c'est que tu sais qu'il va y avoir beaucoup de touristes, évidemment, à Paris. Et donc, chacun essaie d'en profiter. Donc, tout le monde est dans les starting blocks. Les restaurateurs ouvrent des restaurants, les cafetiers ouvrent des cafés. Des particuliers voulaient louer leur appartement. Apparemment, ça se passe pas exactement comme prévu. Ouais, voilà. Et donc, qu'est-ce qui arrive pour les touristes qui veulent avoir une petite carte pour utiliser le réseau français? Eh bien, ils pourront acheter des forfaits, évidemment, auprès de nos chers opérateurs. Et là, c'est pareil, il va y avoir des espèces d'offres spéciales JO, en quelque sorte, donc qui seront des forfaits, en fait, assez puissants, avec, t'as du 200 gigas, 250 gigas pour 10, 20 €, donc c'est pas mal. Mais attention, amis touristes qui seraient de passage en France à ce moment-là, parce que ça, ce sera pour le trafic local, mais il y aura apparemment, pour les communications internationales, notamment les appels internationaux, là, ils vont se faire un peu ratatiner, et il y a déjà des comparatifs qui circulent pour expliquer que les forfaits, on sent que les opérateurs ont décidé de vraiment bien profiter de la manne des Jeux Olympiques. Donc, tout ce qui est frais d'itinérance, là, le fameux roaming, c'est là où ils vont commencer à tartiner, là. Oui, voilà. Alors le roaming à l'intérieur de l'Union européenne, il a été supprimé. Ouais, depuis longtemps. Mais là, c'est pour l'extérieur. Je pense à mes pères. Les États-Unis. Ouais. Mais voilà, tes pères. Ouais. Alors voilà, on peut le dire à nos amis canadiens qui vont venir en France pour les JO. Attention, ça risque de vous coûter cher les communications. Les opérateurs français. Mais bon, c'est de bonne guerre. Business is business, hein. Ouais. Sinon, nonobstant cette chose-là, je sais pas si ça t'a frappé aussi. Il y avait l'annonce cette semaine, on va tomber plus dans l'actualité, quoique le téléphone, c'est pas mal ça, mais il y a un des cofondateurs de OpenAI qui a décidé de quitter le bateau. D'ailleurs, il faisait partie des gens qui avaient voulu foutre Sam Altman dehors. Et lui, donc, c'est lui qui est parti. Par-dessus bord. Exactement. Et donc, c'est lui qui est parti créer sa propre boîte. Oui, alors moi j'en parle d'ailleurs, j'en ai parlé là en actu cette semaine dans Monde Numérique. Mais écoute, c'est intéressant quand même cette histoire-là, non? C'est un peu la bataille des anciens et des modernes, des puristes et des mercantiles, non? Comment tu vois ça? C'est un peu ça. Hein. On parle de Ilya Sutskever ou quelque chose comme ça. Ilya Sutskever. Merci beaucoup. Et donc à tes souhaits. Ça fait plaisir. Mais donc c'est ça. Alors ce bonhomme-là, lui, s'en va vers un système d'intelligence artificielle qui va être très puissant. C'est clair, on regarde de devant, on fait pas le statu quo. Mais lui, quand il parle du produit qu'il veut développer, il parle d'une super intelligence sûre.
Alors évidemment, si on rajoute le sûr, ça veut dire que d'où il vient, il y a l'impression que c'est pas tellement sûr. Et c'est là où ça rejoint un peu ce que tu disais. On a vraiment l'impression qu'il y a deux camps qui sont. Ben d'ailleurs, c'était ça la prémisse de la chicane, là, de la bataille avec chez OpenAI. Là, on a vraiment l'impression que il y a des gens qui veulent y aller, mais de façon sécuritaire avec la pédale douce. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont très mercantiles et qui disent non. Là, nous, on va demeurer leader devant la parade et on va sortir des outils qui sont toujours plus puissants et un peu avec l'approche de Mark Zuckerberg. Alors, si on doit briser, on brisera, mais on arrangera après. Et puis, mais là, quand on parle de l'intelligence artificielle générale, parce qu'on est presque dans ce concept-là, là, avec ce qui est en train d'ouvrir de son côté, ça pourrait faire des dégâts pas mal plus importants que Meta a pu en faire jusqu'à maintenant, là. Écoute, moi je ne sais pas parce que c'est très bien, hein, la démarche est tout à fait respectable, mais je demande à voir parce que faire d'abord dire qu'il va faire une super IA, ok, mais il faut la faire. Tout le monde veut la faire. Le pionnier dans ce domaine, c'est quand même OpenAI. On peut penser que c'est à ce jour le plus avancé, et on sait que c'est pas facile à faire. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Hein, c'est encore des années de recherche, d'investissement surtout. C'est que ça veut dire aussi beaucoup d'argent. Donc il a intérêt à lever des fonds, le jeune homme, hein, alors certes, il a un nom maintenant, il est connu du coup, et il va l'être peut-être de plus en plus, mais il y a cette première barrière. Et après sur la sûreté, bien sûr, c'est très intéressant de se poser ces questions-là. Il faudrait pas que ça devienne juste un argument marketing, si tu veux, tu vois, de dire oui, alors moi j'étais avec les méchants, mais je vais faire un truc gentil, parce que ce serait à mon avis un peu simpliste, parce que pour plusieurs raisons, hein, parce que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que même OpenAI, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, réfléchissent aussi beaucoup à ces questions-là. La semaine dernière, j'ai publié, puis c'est disponible sur moncarnet.com, c'est une entrevue avec un auteur français qui vient de sortir un livre, et ça parle du biais de l'IA, mais les fameux biais de l'IA. Les fameux biais de l'IA, mais c'est de faire un lien avec notre biais à nous, parce que finalement, on se rend compte plus on fait de la recherche sur le sujet que les biais dont on collait sur les algorithmes, ceux qu'on collait sur l'intelligence et qu'on colle toujours sur l'intelligence artificielle, mais dans le fond, c'est le reflet de qui nous sommes depuis si longtemps, et que si on veut arriver à les corriger, il va falloir d'abord se corriger à soi. Et d'ailleurs, dans l'entrevue que je faisais avec cet auteur-là, c'est philosophique carrément, tout à fait, comme approche. Oui, parce que là, ça va prendre combien de générations pour arriver à avoir une IA qui va être mieux balancée, si on veut prendre cette appellation-là, ça va en prendre plusieurs, parce que nous, on va devoir changer pour que l'IA arrive à refléter quelque chose qui est meilleur ou mieux. Et comme en plus on ne va que vers le mieux, hein, bien sûr, au fil des années on le voit, l'humain se bonifie, hein, tu es d'accord avec moi? Il suffit d'aller sur Twitter pour s'en rendre compte, par exemple. Oui, non, moi je vais plus sur Twitter, je vais sur X, voyons donc. Tu t'es fait prendre encore à ce jour-là. T'as remarqué, oui, Twitter.com, ça existe plus, c'est X.com maintenant. Ah non, je savais pas. Ouais, si tu vas faire un petit, en tout cas, de ce côté-ci de l'Atlantique, maintenant, on a eu un beau message cette semaine en disant, maintenant, vous êtes sur X.com. Ah ok, écoute, j'irai voir si c'est la même chose chez nous en France. Bon. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton émission Mon Carnet? Je suis tellement content que tu me poses la question. Écoute, cette semaine, je reviens, ça va probablement intéresser tes auditeurs. Il y a une grosse étude internationale qui est sortie, qui a été publiée cette semaine, qui s'appelle le Digital News Report. Ça a été fait, c'est à la grandeur de la planète, mais bon, tous ont leur chapitre. Et moi, je décortique avec un prof de communication de l'Université du Québec. L'étude, on fait un survol pour voir ce que ça donne. C'est intéressant parce qu'on voit que YouTube est en train de prendre une place importante dans l'information. Pas seulement dans le divertissement, mais c'est en train de prendre sa place. Et puis bon, c'est un mouvement des plaques tectoniques, mais c'est intéressant de voir. Sinon, il y avait un gros événement. Vous avez le Vivatech, nous on a le Collision au Canada, et comme dans Collision, c'est prêt, hein? Donc, Collision à Toronto cette année. L'an prochain, ça sera à Vancouver. Alors, on fait un débrief avec Stéphane Berthomet qui a passé toute la semaine là-bas. Et puis aussi, un truc intéressant, discussion philosophique, au niveau des relations publiques à l'ère de l'IA. Et tu sais, avec toutes les hyper-trucages.
deepfake, entre parenthèses, les voix de synthèse, donc toutes ces possibilités d'altérer la réalité. Ben, comment se retrouve un stratège en communication qui fait dans l'actualité, mais aussi dans le monde politique, et comment il se prépare à cette nouvelle réalité? On le voyait cette semaine, hein, il y a la secrétaire de la Maison-Blanche qui disait que le président américain avait été victime de deepfake dans une vidéo qui se promenait là sur les réseaux sociaux. Ben, c'est devenu une réalité. Alors, puisque cette année, la moitié de la planète passe au vote, et vous, avant même les JO, ben justement, alors dans ce contexte-là, comment ça se passe au niveau de la gestion de cette perception virtuelle, fausse perception dans certains cas, et comment ils se dépatouillent avec ça? Alors, ça fait partie des sujets de l'émission cette semaine. Super. Hey Jérôme, je te souhaite une bonne suite de podcasts, et puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bruno. Ciao. Allez, ciao. salut. L'innovation de la semaine. L'innovation qui a retenu mon attention cette semaine, elle nous vient de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne via un article du Washington Post. Et elle concerne un problème inhérent aux intelligences artificielles génératives depuis le tout premier jour. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. C'est le fait que lorsque vous posez une question, par exemple à ChatGPT ou à Gemini ou à Claude, eh bien, vous obtenez au milieu de plein de bonnes choses, de temps en temps, des réponses qui sont fausses. Par exemple, il va inventer des batailles de Napoléon, il va inventer des hôtels dans des pays où il va se tromper sur des exercices de mathématiques même. Cela tient au fait qu'il n'a pas été suffisamment exercé sur tous les domaines, il est imprécis et ça tient également à sa méthode de fonctionnement qui est avant tout statistique. C'est l'un des gros points faibles des IA génératives, ce qui fait qu'il ne faut jamais les confondre avec des sources d'informations, il ne faut pas croire ChatGPT sur parole. En plus, les IA ont tendance souvent à brosser l'utilisateur dans le sens du poil et à dire un peu ce que celui-ci a envie d'entendre, ce qui renforce encore le risque de biais de confirmation par rapport à des informations inexactes. Alors contre ce phénomène, eh bien, un chercheur en informatique de l'université d'Oxford, Sébastien Farquhar, propose une solution plutôt originale et insolite. Dans un article scientifique paru dans la revue Nature, il dit qu'on peut éliminer les contre-vérités des IA génératives en faisant contrôler les IA par d'autres IA. Alors ils ont fait des tests. Farquhar et ses collègues ont posé des questions à un chatbot, notamment des questions de mathématiques de niveau scolaire. Et ils ont utilisé un deuxième chatbot pour examiner les réponses, afin de détecter s'il y avait des incohérences. Ensuite, ils ont comparé l'évaluation du premier chatbot par le deuxième avec une autre évaluation faite cette fois par des humains. Résultat, ils ont constaté que le chatbot vérificateur était d'accord avec les humains dans 93% des cas, alors que les évaluateurs humains n'étaient d'accord entre eux que dans 92% des cas. Mais c'est quasiment équivalent. Ils en ont donc déduit que l'IA correctrice faisait plutôt un bon boulot et que cela pourrait constituer une piste pour mettre en place un système de contrôle d'IA par des IA. Les chercheurs estiment que cela pourrait notamment présenter un intérêt en médecine, quand il s'agit de vérifier des IA chargées, par exemple, d'analyser des radiographies. Mais tout le monde n'est pas d'accord et d'autres chercheurs en informatique ne partagent pas ce point de vue. Le Washington Post cite également un spécialiste australien qui, lui, pense que c'est pas du tout une bonne idée de vouloir, dit-il, combattre le feu par le feu, car cela risque d'ajouter des hallucinations à des hallucinations. À cela, les chercheurs d'Oxford rétorquent que le fait de faire travailler ensemble plusieurs modèles d'IA de manière antagonique, c'est assez courant en informatique et que ce serait dommage de s'en priver. Alors en attendant que les chercheurs se mettent d'accord, faites attention aux hallucinations des intelligences artificielles, car dans l'immédiat, il ne reste que notre bon vieux cerveau humain pour essayer de distinguer le bon grain de l'ivraie. Monde numérique, le meilleur de la tech. Il est temps de passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Des interviews qui, comme d'habitude, vous sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous invite vivement à écouter la version intégrale de ce qui va suivre.
Des fake news par centaines sur les réseaux sociaux, des commentaires automatisés, des infiltrations dans divers réseaux informatiques. Depuis plusieurs années, les autorités alertent sur les ingérences étrangères dans ce qu'on appelle l'espace numérique européen et français. Un sujet particulièrement sensible en pleine période électorale, justement. On en parle avec Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Bonjour. Bonjour. Bernard, vous avez été auditionné plusieurs fois avec d'autres spécialistes par la commission d'enquête du Sénat sur les ingérences étrangères dans l'espace numérique. Quelle est l'ampleur de ce phénomène exactement ? C'est une ampleur qui s'est démultipliée ces derniers mois et ces dernières années. C'est-à-dire depuis que la question est arrivée, je dirais, dans l'actualité publique, en particulier avec Cambridge Analytica, donc la première élection de Trump. Par définition, on s'est rendu compte que les États montaient en puissance. Par exemple, je vous donne un exemple qu'on a eu l'occasion d'aborder, puisque j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre des États généraux de l'information sur ces phénomènes justement de souveraineté et d'ingérence. C'est la Chine. La Chine qui auparavant se contentait de promouvoir son régime et qui maintenant interagit dans les élections en promouvant ses candidats. Et quand je dis ses candidats, aux États-Unis par exemple, c'est Donald Trump. Aussi étrange que ça puisse paraître, on l'imaginait très, très hostile à la Chine, mais pour la Chine, c'est la bonne personne puisqu'elle introduirait une notion de chaos qui serait forcément favorable à la Chine. Donc ce que l'on voit, c'est qu'en fait les Russes, qui ont été à l'origine de beaucoup d'actions ces dernières années et qui le sont toujours, ont fait école et que beaucoup de pays empruntent au manuel entre guillemets russe d'opérations psychologiques et d'ingérence pour justement modifier les conditions du débat et faire en sorte effectivement que les partis les plus extrêmes s'affrontent. Et quand je dis les partis les plus extrêmes, c'est-à-dire des deux côtés du spectre. C'est-à-dire que les Russes ne favorisent pas uniquement, par exemple, ce qu'on pourrait imaginer des partis de droite ou d'extrême droite, non. Ils favorisent aussi l'extrême gauche pour qu'il y ait un affrontement, une condition de chaos qu'a très bien décrit un très grand auteur, Giuliano De Empoli, dans son bouquin que je conseille toujours, qui s'appelle Les ingénieurs du chaos, où il décrit effectivement que la politique s'est radicalisée au point qu'on ne peut plus gagner au centre et que maintenant, effectivement, on gagne dans les marges et que c'est l'agrégation de ces marges qui peut constituer un mouvement majoritaire. Et effectivement, c'est ce sur quoi jouent des pays comme la Chine, comme la Russie, mais pas que. On peut rajouter la Corée du Nord, on peut rajouter l'Iran, on peut rajouter beaucoup d'autres qui effectivement ont un intérêt à affaiblir les démocraties. Ça prend quelle forme exactement, concrètement, Bernard ? C'est les réseaux sociaux essentiellement ? Alors, pas que, mais évidemment, les réseaux sociaux sont un vecteur extraordinaire. J'ai eu l'occasion beaucoup de me pencher sur TikTok et les relations, effectivement, avec les autorités chinoises lors, justement, de précédentes commissions d'enquête. L'idée, pour eux, c'est d'utiliser tous les canaux des démocraties libérales, c'est-à-dire tous les canaux d'ouverture qui leur sont disponibles. Le plus immédiatement disponible, vous citiez en introduction des centaines de messages. Non, pardon, pas des centaines, des millions, voire des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Je rappellerai pour vos auditeurs que Facebook, en moyenne, efface entre 1 milliard et 1,5 milliard de faux comptes par trimestre. Sur l'année précédente, c'était plus de 6 milliards sur l'ensemble de l'année. Donc, par définition, les outils de la création et de la dispersion de des informations, propagande, etc., sont extraordinairement simples pour des gens qui ont un bagage technique minimum. Et donc, on voit, là où auparavant, il fallait confère justement la période Wagner et Internet Research Agency, donc en Russie, on voyait effectivement des équipes de quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, quelques personnes, voire une personne, peuvent animer une campagne de désinformation massive grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez un article excellent sur ce type de méthode qui a été fait par The Debris, qui parlait d'un système qui s'appelle contre-cloud, et qui montrait qu'avec $400 par mois, on pouvait animer à l'échelle d'un pays tout entier, à partir de quelques prompts, donc de quelques textes, pour effectivement irriguer des dizaines de millions de comptes automatiquement et répondre automatiquement par des systèmes d'IA sans qu'il soit besoin de faire intervenir des humains. C'est la nouveauté effectivement de ces dernières années avec évidemment l'intelligence artificielle générative, c'est de pouvoir effectivement automatiser la chose sans passer par un intermédiaire humain. Et ça, c'est de la part des groupes terroristes, parce qu'on n'en a pas parlé. Il n'y a pas que les États qui souhaitent agir sur les démocraties. Il y a aussi évidemment les groupes extrémistes, terroristes, partout dans le monde. Ils ont un vecteur qui est maintenant démocratisé dans le plus mauvais sens du terme, c'est-à-dire à très bas coût, utilisable rapidement et qui donne l'impression, vu l'utilisateur, qu'il a bien en face de lui des gens. Pas quelques personnes, mais des dizaines de milliers de personnes, ce qu'on appelle dans notre jargon de l'astroturfing,
C'est-à-dire créer un faux mouvement spontané de foule là où il n'y a personne. C'est ainsi que quand on scrolle son fil d'actualité sur X, sur Instagram peut-être moins, mais Facebook, TikTok, etc. Aussi, Instagram est beaucoup utilisé. Aussi Instagram, ouais, beaucoup. D'accord. Ah oui, absolument. Les Russes avaient beaucoup utilisé dans la campagne de 2016 ces outils-là pour motiver en particulier les populations afro-américaines à ne pas voter. C'était, vous ne serez pas correctement représenté parce que Hillary Clinton n'est pas votre candidat de cœur, vous auriez aimé Bernie Sanders, à quoi bon aller voter? Donc le but, vous voyez, c'est un but complexe, c'est propager des messages pour son candidat, à l'époque Trump, mais aussi éteindre le vote hostile à son candidat. Et donc en fait, ce sont des commentaires qui apparaissent, on a l'impression que ce sont de vraies personnes, mais qui sont de plus en plus générés par intelligence artificielle. Absolument, avec des faux profils qui sont générés. Alors il y a là aussi un très bel article du New York Times qui montrait comment les faux profils étaient générés par IA avec des visages qui n'existaient pas, des visages que l'on pouvait modifier à volonté. Il y avait d'ailleurs le système, la démo dans l'article où on pouvait modifier la teinte des cheveux, la carnation de la peau, etc. à l'infini. Et effectivement, on peut créer à la volée, ce que je vous disais, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de faux profils, de façon très simple et très rapide. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont pas très malins, parfois, ces pirates. Il y a une affaire, là, récemment, où on a détecté des messages publiés, je crois, sur X, où il y avait la signature de ChatGPT, un petit message de ChatGPT qui disait « Vous n'avez pas payé votre cotisation ». Et ils avaient fait un copier-coller. C'est incroyable. On a pu le voir avec les Russes, employant des Moldaves pour aller faire des pochoirs sur les murs de Paris, ou plus récemment au monument effectivement de la Shoah. Il n'y a pas toujours effectivement des équipes de haute volée. C'est-à-dire que les tout meilleurs sont pas forcément effectivement ceux que l'on voit sur le terrain in fine. Là, je connaissais pas cette anecdote. Je vous dirais, ça me rappelle une autre en tant que professeur à Panthéon-Sorbonne. J'ai eu un étudiant qui a répondu à un de ses devoirs en mettant le prompt de ChatGPT. Et je lui ai dit, vous savez, l'élégance aurait été de ne pas mettre le prompt, de mettre que les réponses. Et donc, c'est à quoi je lui ai répondu, je vais noter ChatGPT, mais je vais pas vous noter vous. Non, mais on est clairement, voilà, ça a donné un coup d'accélérateur, les IA génératives. Oui. Les IA génératives sont un outil de démocratisation dans le plus mauvais sens du terme, puisqu'on est capable de faire des campagnes qui auparavant auraient réclamé des dizaines de petites mains pour essayer de répondre et d'entretenir effectivement entre les différents faux comptes, d'entretenir les conversations. Là, on n'a plus besoin de ça. On est capable effectivement de le faire industriellement pour un coût modique. Je parlais tout à l'heure de Countercloud, c'est $400 par mois, c'est-à-dire rien. Et à l'échelle de pays ou même de groupes hostiles ou de groupes terroristes, c'est une somme dérisoire. Là où auparavant, entretenir des techniciens, des psychologues, des petites mains pour écrire, et tout ça dans une infrastructure technique modérée certes, mais quand même, ça demandait quand même des moyens. Là, pas du tout. Donc, je répète, tant qu'on n'agit pas sur les phénomènes d'absence de frein à la création des comptes, c'est-à-dire le fait, vous vous souvenez, quand Twitter, par exemple, a installé un délai avant de pouvoir retweeter un message, c'est-à-dire de ne pas permettre aux gens de faire dans l'instantanéité. Moi, je crois que c'est surtout au niveau de la création de ces comptes qu'on devra s'interroger dans les temps à venir, parce que leur business model, c'est l'acquisition de clientèle. Voilà, c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Face à ça, que font les plateformes de réseaux sociaux? Que peuvent-elles faire et que ne peuvent-elles pas ou ne veulent-elles pas faire? Alors, deux choses. Elles sont obligées de réagir parce qu'en termes d'image et de relations avec les gouvernements, elles y sont contraintes, d'où le DSA en particulier pour la limitation de la parole de haine. Mais vous remarquerez quand même, puisqu'on parlait de X, donc ex-Twitter, que toutes les équipes de modération ont été licenciées par Elon Musk d'un seul tenant, que globalement, il est en train d'ouvrir les vannes, y compris au contenu pornographique, en grand sur la plateforme. Donc on voit bien effectivement que c'est compliqué. C'est-à-dire que l'application, et là je vous en parle en tant qu'ancien technicien, rédacteur de textes de régulation, c'est dans l'application que se jouent les choses. C'est pas seulement dans l'élaboration d'un texte. Un très bon texte massacré dans son exécution, c'est comme s'il n'existait pas. Donc par définition, vous parlez d'un texte de réglementation, absolument, d'un texte de législatif. Au niveau, non pas simplement au niveau français, au niveau européen, au niveau international. Donc par définition, c'est la volonté d'appliquer de façon intelligente ces textes qui peut pêcher. Et comme on voit par exemple pour l'AIA, Artificial Intelligence Act entre en fonction maintenant, depuis quelques jours, on verra comment les choses sont appliquées. C'est de ça que dépendra, je veux dire, l'impact réel de ces lois. Donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'ils font? Je vous l'ai dit tout à l'heure,
ces plateformes et tentent d'effacer des centaines de millions, voire des milliards dans le cas de Facebook, de faux comptes par an. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que le fait qu'on soit obligé d'en effacer 1,5 milliard, ça veut dire qu'il y en a effectivement au moins 1,5 milliard qui ont été créés, voire plus. Et derrière, ces plateformes, comme je vous le disais, n'ont pas intérêt à limiter l'accès à de nouveaux utilisateurs. Je ne dirais pas de nouveaux clients, parce qu'on n'est pas client de Facebook, on est utilisateur de Facebook. Le vrai client, c'est l'annonceur. Et donc, tout est là, en fait. C'est-à-dire, tant qu'on ne remet pas en cause le modèle économique extraordinairement favorable à la captation d'informations, comme le dit l'excellente Shoshana Zuboff dans le livre derrière moi, l'âge du capitalisme surveillant, tant qu'on ne remet pas en cause ce modèle d'extraction de données, l'idée que l'on pourra contraindre ces plateformes d'une manière ou d'une autre, et là je vous en parle justement en tant qu'ancien régulateur, ça ne fonctionnera pas. Merci Bernard Benamou, merci à vous. Secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Des ingérences étrangères à la cybercriminalité, il n'y a qu'un pas. Et on en parle tout de suite dans Monde Numérique en partenariat avec EZ, avec Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Salut Benoît. Bonjour Jérôme. On s'intéresse aujourd'hui à l'intelligence artificielle dans la cybercriminalité. C'est vrai qu'on dit depuis quelque temps que les cyberpirates utilisent de plus en plus l'IA, ce qui évidemment est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais alors, de quelle manière exactement ? Comment ça se concrétise ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, effectivement, il y a plusieurs usages. Et alors, on voit que les LLM, les dernières avancées de l'intelligence artificielle sont très utilisées forcément pour le texte, mais sont aussi utilisées pour le développement de petits logiciels et ou pour l'interrogation de ces fameux agents conversationnels pour mieux comprendre le contexte de ceux qu'ils vont attaquer. C'est-à-dire qu'avant, on recevait des messages de spam, de pirates qui étaient écrits dans un très mauvais français. C'était facile du coup pour les détecter, mais c'est plus le cas aujourd'hui en fait. C'est grâce au LLM. Exactement, grâce au LLM. Et d'ailleurs, on pourrait se dire que pour détecter un email d'hameçonnage, il faudrait se demander si au contraire, s'il n'est pas trop bien écrit, est-ce que ça viendrait pas de l'intelligence artificielle ? Et ce que l'on voit aussi, c'est que les cybercriminels se professionnalisent dans la distribution de ces messages et créent des templates, des services complets qu'ils vont relouer à d'autres pour pouvoir mener des campagnes d'hameçonnage. Et dans leur package, il y a des spécialistes qui vont créer ces emails d'hameçonnage pour les différents pays et ainsi pouvoir envoyer un très grand nombre de messages, mais de manière beaucoup plus professionnelle qu'ils ne le faisaient avant. Alors ça, Benoît, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire c'est comme si c'était des humains vraiment qui nous parlaient et qui essayent de nous tromper, mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Oui, et d'ailleurs, en parlant d'humains qui essayent de nous tromper, on a vu notamment des arnaques basées sur des deepfakes vidéo ou audio ou les deux, qui ont emmené certains utilisateurs dans des entreprises qui avaient des postes, bien entendu, avec des accès aux finances, et qui les ont amenés à faire des virements. Et j'ai en tête notamment une société hongkongaise où un utilisateur s'est retrouvé dans une vidéoconférence avec des gens qu'il pensait être des collègues. Et en fait, c'était son collègue principal et son boss était en fait une intelligence artificielle. Et grâce à cette intelligence artificielle, ils ont réussi à le convaincre de faire des 5 virements et pour un montant de plus de 23 millions d'euros de mémoire. C'est incroyable et c'est évidemment très effrayant. Et d'ailleurs, Benoît, je crois qu'il y a un deepfake récemment qui a circulé sur des groupes Telegram, etc., qui était une fausse vidéo ciblant les Jeux Olympiques. Effectivement, là, on est passé au niveau hollywoodien, c'est-à-dire que les cybercriminels utilisent les acteurs. Alors là, c'était Tom Cruise qui a été utilisé comme deepfake pour présenter de prétendues allégations sur les organisations des Jeux Olympiques, à savoir que les organisateurs seraient corrompus et qu'il y aurait des problèmes très concrets avec les Jeux Olympiques. Et bien entendu, c'est un deepfake. Tom Cruise n'a jamais tourné Olympic Has Fallen et malheureusement, ça tourne. Comme tu le dis, donc il faut être vigilant. Nous, en tant qu'utilisateurs, fact-checker, double-checker, vérifier qui est la source, parce qu'aujourd'hui, les défenseurs, en termes de détection de vidéos
deepfake, eh bien, on a des outils, mais c'est pas encore aujourd'hui vraiment déployé. Et ça veut dire qu'en fait, la vigilance, elle est du côté de l'utilisateur. Est-ce que les pirates utilisent également l'IA pour fabriquer des codes malveillants ? Oui, alors dans les IA publiques, il y a forcément des limitations qui sont mises par les fournisseurs. On n'est pas obligé de dire à l'IA que le logiciel qui va nous servir à, par exemple, chiffrer les données est en fait destiné à être un rançongiciel. On ne va pas dire à l'IA que l'on va utiliser ce qu'il va nous permettre de faire de manière illégale. Donc, on peut aussi attaquer l'IA, entre guillemets, à partir du moment où on arrive à toucher ses limites. Et ça devient également un sport pour les cybercriminels de pouvoir s'appuyer sur ces modèles en détournant les restrictions qui leur sont imposées. Alors ça, c'est pour la partie attaquant, mais heureusement, eh bien, ceux qui sont chargés de nous protéger, comme vous, chez EZ, les professionnels de la cybersécurité, utilisent aussi, bien sûr, l'intelligence artificielle. Oui, à plus d'un titre. Alors, ça fait depuis 1998 que nous avons des réseaux de neurones dans nos solutions, parce qu'en fait, le volume, alors au début de logiciels malveillants et aujourd'hui de comportements malveillants, a connu une croissance exponentielle. Et aujourd'hui, par exemple, notre intelligence artificielle est basée sur plus de 4 milliards de paramètres, ce qui correspond à peu près à plus de 3 pétas de octets de volume stocké. Et ça nous sert à la fois pour détecter les logiciels et les comportements malveillants de manière très précise et très rapide, mais ça nous sert aussi à donner des éléments de contexte. C'est-à-dire quand vous avez un chercheur qui travaille sur des attaques, eh bien il va tirer le fil rouge pour essayer d'arriver et de comprendre ce qui se passe. Par exemple, pour le leak dont je parlais précédemment sur la société chinoise, nous on l'avait attribué, on avait donné un premier nom à cet acteur malveillant. Et bien grâce au leak et grâce à l'analyse des différentes données, on va pouvoir regrouper peut-être des attaques que l'on pensait créées par différents groupes sous un seul et même acteur malveillant. Merci beaucoup, Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Merci, Jérôme. Pour finir cet épisode de l'Hebdo, je vous propose comme chaque mois de retrouver Olivier Parent, qui est prospectiviste et qui anime le podcast Écho du futur en partenariat avec Monde Numérique. Chaque mois, Olivier décrypte un film de science-fiction et il s'intéresse à la manière dont cela impacte nos imaginaires liés à la technologie. Il nous parle aujourd'hui du film Time Out. Voici un extrait de cet épisode, l'intégrale à retrouver sur le fil du podcast Écho du futur. Time Out, le film d'Andrew Niccol, fait partie de la catégorie anticipation de la galaxie science-fiction. Mieux que cela, Time Out est une anticipation sociale. Là, point de vaisseaux spatiaux ou de pistes laser, encore moins d'extraterrestres. Juste une projection, une transposition de nos sociétés dans un avenir spéculatif. C'est ainsi que Time Out rejoint des romans tels que 1984 de George Orwell ou La Servante écarlate de Margaret Atwood. L'anticipation du monde de Time Out propose principalement deux postulats. La disparition de la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets, et le cloisonnement de la ville. Le développement de l'intrigue, quant à lui, repose sur une licence créative, un unique élément de suspension consenti de l'incrédulité. Dans cet avenir, les humains sont tous génétiquement modifiés pour ne plus vieillir à compter de 25 ans. Dans cet avenir, le temps a donc remplacé l'argent. Le temps à vivre s'échange, se troque, est volé, est épargné, thésaurisé. Alors, pour éviter une inévitable surpopulation, car potentiellement immortels, les humains ne sont pas pour autant stériles, quand ils n'ont plus de temps à vivre, les humains meurent de pauvreté temporelle. À l'inverse, la richesse est synonyme de décennies, même de siècles. Ce temps qui vaut de l'or est affiché sur un compteur, un tatouage évolutif et lumineux qui, sur l'avant-bras, devient terne quand le temps à vivre atteint 0. De plus, telle une mesure de paix sociale, la métropole dans laquelle se déroule l'action est divisée en différents quartiers, des territoires définis par le niveau de vie de ses habitants. Des péages sanctionnent le passage d'une zone à une autre.
le coût de ces péages se comptant bien évidemment en temps, en jours, en semaines, même en mois quand on se rapproche des quartiers les plus huppés. Certains films de science-fiction ou d'anticipation indiquent une date dans le futur au cours de laquelle se déroule l'intrigue. Le film Time Out, lui, ne donne que peu de moyens pour évaluer cette distance dans l'avenir. Pour se figurer le temps qui nous sépare de cette anticipation, peu importe que celle-ci soit souhaitable ou non. En effet, les différences technologiques ou sociales avec notre présent sont ténues. Les lieux, les objets que nous croisons tout au long du film sont ceux que nous pouvons côtoyer au quotidien. La principale de ces différences repose sur la généralisation admise d'un eugénisme d'État, celle d'un contrôle génétique qui s'applique à l'ensemble de la population dans ce qui pourrait être les USA du futur. Voilà, c'est fini pour Monde Numérique, l'hebdo du 22 juin 2024. J'étais ravi de passer ce moment avec vous, un petit podcast concocté avec amour, comme chaque semaine. Monde Numérique, c'est tous les samedis, l'hebdo, 50 minutes de news, plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium, et puis les autres jours de la semaine, les interviews en version intégrale. Ne ratez pas, surtout la semaine prochaine, la version longue, si vous l'avez pas entendu, de Bernard Benamou concernant les risques d'ingérence étrangère dans l'espace numérique européen et français. Et puis samedi prochain, interview de Romain Huette, donc de OpenAI. On va décortiquer ensemble ChatGPT. Je pense que vraiment ça devrait vous intéresser. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire, à mettre des petites étoiles, 5 étoiles sur les plateformes de podcast, c'est très très important. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez aller sur le site mondenumérique.info pour en savoir plus et puis pour vous abonner aussi à la newsletter qui vous permet de recevoir directement dans votre boîte mail régulièrement des infos, des interviews ou la synthèse de l'actu de la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut. Si, comme plusieurs milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez associer l'image de votre entreprise à ce podcast, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est le média idéal pour connecter notre audience à la vôtre. Spot, host-read, contenu sponsorisé, il y a forcément un format adapté à vos besoins. Pour en parler, contactez-nous dès à présent à l'adresse mondenumérique.info/contact.